Bonjour à tous. Le groupe Mescart vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle webconférence sur le thème Après l'inflation, la récession, quelle stratégie d'investissement privilégier? Pour répondre à ces questions, je suis ravi d'accueillir trois personnes. Damien Charlet, directeur de la gestion sous mandat, Aurélien Buffo, directeur de la gestion obligataire, et Stéphane Deveau, directeur du développement commercial et marketing. Je vous invite à poser vos questions tout au long de notre présentation, à l'issue de laquelle nous avons réservé un temps pour y répondre. Vous pouvez les saisir dès à présent à partir du bandeau de droite de votre écran. Je vous précise également qu'une rediffusion sur notre chaîne YouTube vous permettra par la suite de la revoir ou de la partager. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner qu'un an après le rapprochement de nos équipes entre Mescart Asset Management, Hamilton Asset Management et le groupe LFPI, notre maison est en ordre de marche. Nous bénéficions aujourd'hui d'un positionnement unique et de performances saluées à plusieurs reprises par les marchés. Premier prix de l'Alpha League Table devant plus de 300 sociétés de gestion, une récompense pour la gestion privée parmi les banques spécialisées et encore cette semaine un nouveau trophée de la finance responsable. Nous évoluons aujourd'hui dans un contexte particulier où le besoin d'être accompagné et éclairé par un partenaire de confiance est essentiel. En effet, après avoir connu pendant plusieurs décennies un univers de taux bas, voire négatif, nous vivons aujourd'hui un véritable changement de paradigme qui nécessite d'être avisé pour faire les bons choix en matière d'investissement. Je vais donc passer la parole à nos experts qui vont vous fournir leur éclairage sur la situation actuelle et leurs recommandations. Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer par... On va rentrer directement dans le vif du sujet en faisant un constat. Le constat qui est malheureusement assez amer, c'est que, quelles que soient les classes d'actifs, depuis le début de l'année, les performances sont très négatives si vous excluez les matières premières qui sont la seule classe d'actifs avec une performance positive depuis le début de l'année. Et ces performances sont non seulement négatives, mais elles sont assez fortement négatives. Vous avez des marchés actions qui, dans l'ensemble, perdent entre 20% pour les marchés européens et plus de 30% pour certains marchés américains. Le Nasdaq, pour pas le citer, qui est à moins 31 depuis le début de l'année. J'allais dire, à la limite, bon, sur les marchés actions, la volatilité devient une mauvaise habitude. En revanche, ce qui est moins habituel, c'est l'évolution des marchés obligataires. Comme l'a un peu mentionné Fabien Bismuth, nous avons changé de contexte économique avec des taux qui montent assez fortement depuis quelques mois. Et l'impact sur les marchés obligataires est important, puisque si vous regardez, par exemple, les obligations de la zone euro, quel que soit le type d'obligation, les hauts rendements, les investment grade, donc les obligations un peu plus prudentes, les variations sont de l'ordre de moins 15%. Donc évidemment, ce sont des variations qu'on n'a pas enregistrées depuis des années et des années sur cette classe d'actifs. Les obligations souveraines sont traitées de la même manière, avec des variations de moins 13% pour les États-Unis et de moins 15% pour l'Europe. Donc tout ça dresse un tableau assez sombre pour le moment, mais l'essentiel, c'est d'essayer de comprendre si ces variations de marché sont une bonne anticipation des prévisions de croissance économique et de la situation actuelle. Alors, commençons justement par les prévisions économiques, en liant évidemment les problématiques d'inflation avec les problématiques de PIB, puisque aujourd'hui, les deux sont intimement liés et que les futures prévisions de croissance économique seront la conséquence directe de ce qui se produira sur l'inflation. Alors, sur le graphique de gauche, vous avez, pour les trois plus grosses zones géographiques, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et la Chine, les anticipations d'inflation trimestrielle. Et quels sont les premiers constats? D'abord, si vous regardez la courbe bleue aux États-Unis, a priori, le pic d'inflation est passé, c'est-à-dire qu'on a enregistré 8% au premier trimestre 2022, 8,7% au deuxième trimestre. Et à partir de là, normalement, commence la descente. Le constat n'est pas du tout le même pour l'Europe. L'Europe qui devrait atteindre son pic d'inflation au troisième trimestre 2022, puis au quatrième trimestre 2022, avec un pic qui est en plus assez nettement supérieur au pic d'inflation enregistré aux États-Unis. À partir de là, la descente est un peu plus rapide également qu'aux États-Unis. Et enfin, dernier élément, c'est la Chine. La Chine, j'allais dire, est une zone particulière et préservée, puisque la Chine ne souffre pas d'inflation.
Et la première conséquence à cela, c'est qu'elle n'est pas obligée d'avoir les mêmes politiques monétaires que l'Europe et que les États-Unis. Et donc, qui dit inflation faible dit relance économique, ce qui est actuellement le cas en Chine et ce qui nous fait plutôt apprécier la zone, hein, qui est la seule zone qui peut relancer son économie, alors que l'Europe et les États-Unis sont plutôt en mode ralentissement économique. Alors pourquoi ralentissement économique? Parce que l'inflation, la base de l'inflation, c'est un équilibre entre l'offre et la demande. Donc à partir du moment où cet équilibre se détériore, apparaît l'inflation ou la déflation. Donc s'il y a plus de demandes que d'offres, évidemment, nous sommes en phase d'inflation. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle les banques centrales montent les taux, puisque le seul outil que connaissent les économies occidentales pour faire baisser l'inflation, c'est de faire baisser la demande pour rétablir un équilibre entre l'offre et la demande. Alors, ces anticipations d'inflation, évidemment, elles ont un impact direct sur les anticipations de croissance économique. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut souligner le fait que ce qui est attendu au niveau européen, c'est une récession. Hein. On est déjà avec des attentes de réduction de la croissance du PIB au 4e trimestre et au 1er trimestre de 2023. Ce sont les barres oranges que vous voyez là. Donc, on est déjà dans l'anticipation de la récession. Ce n'est pas exactement le cas aux États-Unis, mais malgré tout, on sait qu'aux États-Unis, la situation est relativement tangente entre croissance molle et petite inflation, et petite récession, pardon. Donc, comme nous le mentionnions, en général, quand il y a de l'inflation, il y a récession, et on a souhaité vous montrer le lien entre les deux via ce graphique historique qui concerne les États-Unis. Vous avez l'inflation en bleu et en rouge, et vous avez l'évolution du PIB sur la courbe bleu foncé. Et on voit très clairement que quand l'inflation dépasse, en l'occurrence ici c'est les 3%, et qu'elle devient rouge, ben, l'économie américaine rentre en récession. Ça a toujours été le cas depuis les années 60. Donc les marchés n'imaginent pas que la situation va changer cette fois-ci. Et donc ils se préparent déjà à une récession aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Alors, comme nous le mentionnions, la problématique numéro 1, c'est que pour lutter contre l'inflation, une seule solution, c'est la hausse des taux. Donc, vous avez ici l'évolution des politiques des banques centrales et des taux d'intérêt directeurs fixés par les banques centrales. Et ce que vous montre ce graphique, c'est qu'il y a deux remarques. En fait, donc vous avez la Banque centrale américaine, la Fed, et la Banque centrale européenne. Nous sommes sur un chemin qui va nous mener potentiellement aussi bien aux États-Unis qu'en Europe vers des taux d'intérêt directeurs qui seront autour de 4%, alors entre 3,5 et 4 pour la BCE et entre 4 et 4,5 pour les États-Unis. Deux remarques, c'est que ça nous ramène pour l'Europe au taux d'intérêt des années 2000-2009, donc j'allais dire des temps qui ne sont pas si éloignés que ça, on n'est pas en train de revenir aux années 70, et aux États-Unis, ça nous ramène aux années 90. Alors, dans l'absolu, ce sont des niveaux de taux qui ne sont pas encore problématiques et particulièrement gênants, en particulier pour les entreprises qui se sont bien refinancées ces dernières années. Mais en revanche, ce qui est plus douloureux pour les marchés financiers et pour les prévisions économiques, c'est la vitesse de la hausse. La vitesse de la hausse, en revanche, elle est à peu près sans précédent depuis les années 70, puisque les taux directeurs vont augmenter aussi bien en Europe qu'aux États-Unis de 4% en quelques mois, c'est-à-dire pour passer de 0 à pas loin de 4%. Donc le scénario sur les banques centrales aujourd'hui, il est déjà relativement sévère. On attend de nombreuses hausses de taux à nouveau pour la Fed dans les prochains mois, et on attend à nouveau de nombreuses hausses de taux pour la BCE. Donc le scénario aujourd'hui, il est pessimiste sur les hausses de taux, ce qui explique pourquoi il commence à être assez pessimiste sur la croissance économique. À partir de là, la question c'est qu'est-ce qu'on peut avoir comme anticipation sur l'inflation pour essayer d'avoir une meilleure anticipation sur la croissance économique. Et notre discours, c'est de dire que nous pourrions avoir des bonnes surprises sur l'inflation parce qu'aujourd'hui, les anticipations d'inflation sont plutôt pessimistes. C'est-à-dire qu'en Europe, on a des organismes qui prévoient une inflation 2023 autour de 5%, qui suivra une inflation 2022 comprise entre 6 et 7%. Donc, ça fera 2 années d'inflation extrêmement élevée.
Et pourtant, quand on regarde les différents éléments qui constituent l'inflation, contrairement à ce qu'on peut ressentir et voir dans les médias, c'est qu'il y a beaucoup de matières premières et autres éléments qui sont déjà en baisse assez notable depuis quelques semaines. Le graphique de gauche présente un indice Bloomberg qui est composé des 24 principales matières premières. Alors, vous avez l'énergie dedans, vous avez le pétrole, le gaz, vous avez des matières premières alimentaires, donc le blé, vous avez les métaux. Et ce que l'on constate, c'est que depuis quelques semaines, cet indice de matières premières est déjà en baisse de 20%. Donc, évidemment, ce sera une force déflationniste. Sur la logistique, même constat sur les conteneurs. Le prix des conteneurs qui avait commencé à grimper à la fin de 2021 par manque d'offres est en baisse de 57%. Donc là aussi, c'est une force déflationniste très importante. Sur les chaînes d'approvisionnement, qui était une source de stress aussi, et la première d'entre elles qui a été la plus médiatisée, c'est par exemple les semi-conducteurs pour l'automobile. La pression sur les chaînes d'approvisionnement, elle aussi, se réduit assez nettement. Alors, elle reste à des niveaux relativement élevés par rapport à l'après-crise, mais on est malgré tout en baisse de 66% depuis quelques semaines. Donc, il y a beaucoup d'intrants dans l'inflation qui sont en baisse très notable. Alors, on verra l'impact de la baisse de ces intrants dans plusieurs trimestres parce qu'évidemment, là, nous parlons de matières premières, donc nous retrouverons la baisse des matières premières dans le prix final, aussi bien pour le consommateur que pour les entreprises, dans 6 ou dans 12 mois. Mais en tout cas, les forces de réduction d'inflation sont à l'œuvre. Le deuxième élément qu'il ne faut pas négliger, ce sont les bases de comparaison. Évidemment, plus le temps va avancer et plus les bases de comparaison vont devenir favorables à une réduction forte de l'inflation. Alors, on a souhaité prendre comme exemple le pétrole. Vous voyez l'évolution du pétrole sur un an et demi, hein, donc on remonte à début 2021. Et ce que l'on constate, c'est que d'abord, en absolu, le pétrole a fortement baissé depuis quelques semaines, hein, passant de $120 à $85. Mais surtout, l'idée, c'est de montrer que sur un an, qui est la base de calcul sur l'inflation, par exemple, entre juin 2021 et juin 2022, le pétrole était en hausse de 53%. Donc, évidemment, ça fournissait une quantité d'inflation très importante dans le calcul des indices inflationnistes. En septembre, la hausse du pétrole n'est plus que de 9%, enfin à fin septembre. Donc sur l'inflation de septembre, ça a un impact qui est beaucoup moins important. Et surtout, si vous regardez par exemple dans 6 mois à prix du pétrole constant, c'est-à-dire à $85, sur un an, dans 6 mois, c'est-à-dire à fin mars, la variation du pétrole sera de moins 21%. C'est-à-dire que la base de comparaison sera très défavorable à un maintien d'une inflation élevée. Donc, tous ces éléments-là nous font dire que nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise sur l'inflation, bien que tout le monde devienne pessimiste sur ce sujet-là. Dans des périodes de stress, c'est pas rare que les marchés financiers deviennent trop pessimistes sur la plupart des sujets. Et évidemment, comme nous le savons historiquement, les marchés financiers sont prompts à exagérer. Alors, l'impact qu'a l'inflation sur le marché obligataire est très important. Donc, je vais passer la main à Aurélien sur le sujet obligataire. Merci Damien. Alors effectivement, hein, la conséquence un petit peu de cette hausse de l'inflation et des politiques monétaires très restrictives, hein, parce qu'on a enclenché des cycles de resserrement monétaire qu'on n'avait jamais connus par le passé, hein, y compris aux États-Unis. Il faut revenir, ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu ces hausses de taux et cette rapidité de hausse de taux. Mais évidemment, ça a des conséquences sur les taux obligataires qui connaissent des tensions très rapides, hein, comme vous pouvez voir sur ces deux graphiques. On assiste finalement sur les taux souverains au plus fort repli depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette hausse des taux, elle n'avait jamais été vue. Et donc, les marchés obligataires souffrent fortement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette transition qui est historique nous fait sortir d'un contexte de taux zéro. Aujourd'hui, sur la zone euro, on n'a plus aucune dette qui a un rendement négatif. Et pour rappel, on venait de cet environnement de taux négatif, hein, qu'on peut le voir sur le graphique de droite du taux d'État à 10 ans français. En début d'année, on était encore en rendement négatif. On a même connu jusqu'à 75% du gisement en euros qui était à rendement négatif l'année dernière. Donc,
cette sortie de cet environnement de taux négatifs est une très bonne nouvelle pour nous, investisseurs, et augure des placements plutôt très positifs pour les prochaines années. On revient, hein, et vous le voyez, hein, ce sont des graphiques sur la décennie, sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis une décennie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, mais c'est également vrai dans d'autres pays de la zone euro. Alors, si on regarde un petit peu le marché du crédit, hein, qui est un marché assez intéressant, vous avez sur le petit graphique de gauche les primes de risque qui représentent le surcroît de rémunération lorsque l'on prête à un émetteur privé de type haut rendement, donc c'est-à-dire une société plutôt endettée. Les primes de risque aujourd'hui reflètent des niveaux de crise, hein. On a dépassé les niveaux, par exemple, de 2018, hein, qui étaient les niveaux de la guerre sino-américaine, la guerre commerciale en 2018. On a même dépassé les niveaux de 2015, qui était une année 2015-2016, année de fort ralentissement chinois. On est presque au niveau du Covid, mais en 2020, mais là, ça n'avait duré que quelques jours. Les marchés étaient grippés et étaient revenus extrêmement vite. Et on n'est pas très loin non plus de la crise de 2011-2012, qui était la crise de la zone euro, qui a amené donc à la faillite de la Grèce. Donc aujourd'hui, ces marchés du crédit indiquent un grand stress. Alors, pourquoi est-ce que ces primes de risque sont importants? En théorie, ces primes de risque doivent rémunérer un risque de défaut, un risque de défaillance. Pour ça, je vous invite à regarder le petit graphique sur la droite qui vous indique un petit peu quels sont les défauts implicites compris dans cette prime de risque. Aujourd'hui, lorsqu'on se concentre sur les petites barres à gauche, on voit que le 10% représente ce que le marché anticipe en termes de défauts sur 5 ans sur la catégorie investment grade. Investment grade, c'est la catégorie la mieux notée. Vous allez retrouver les grandes sociétés des grands indices européens. C'est extrêmement important parce que la moyenne historique, hein, depuis que cet indice existe, depuis que ce suivi existe, qui date maintenant depuis une vingtaine d'années, hein, depuis le début des années 2000, ben, ce taux de défaut moyen, il est inférieur à 1. Et la pire période était une période de 4%, c'était la période de 2008, hein, cette grande crise financière. On a eu beaucoup de faillites, notamment de banques, donc qui avait amené, hein, comme les banques étant la croix de distribution de l'économie, qui avait amené aussi d'autres faillites en conséquence. Donc, c'est extrêmement exagéré lorsqu'on regarde la situation actuelle. Ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'a souligné Damien. Effectivement, les entreprises ont réussi à se refinancer dans l'environnement de taux bas que l'on a connu actuellement. Et aujourd'hui, les échéances des émetteurs privés, elles ont été reculées. Donc, on est plus sur un système, sur un marché du crédit qui nous semble aujourd'hui extrêmement attractif. D'autant plus lorsqu'on regarde les taux de rendement qui sont offerts. Alors, ce taux de rendement, c'est tout simplement la somme des taux d'État plus cette prime de risque que je viens de vous indiquer. Eh bien, on est sur des niveaux, là aussi, au plus haut de la décennie. Sur l'investment grade, donc les sociétés de bonne notation, on est aux alentours de 4%, niveau qu'on n'a pas connu depuis extrêmement longtemps. Et sur le high yield, on revient sur des niveaux supérieurs à 7%. Donc ça, c'est très intéressant. Et les niveaux sont aujourd'hui nettement supérieurs à l'inflation que l'on attend, hein, à moyen terme. Hein. Pour rappel, hein, Damien l'a bien souligné, il y a beaucoup de forces qui vont faire que l'inflation va rebaisser. L'inflation à moyen terme, elle est attendue entre 2 et 3%. Donc aujourd'hui, on est sur des rendements qui sont nettement supérieurs à cette inflation de moyen terme. Alors, nos vues sur le marché obligataire, c'est dans un premier temps de nous resituer un petit peu dans le cycle. Aujourd'hui, on est dans une période de ralentissement économique, hein, qui fait suite à un boom, suite à la réouverture des économies après le Covid. Donc, on assiste à une croissance qui baisse et une inflation qui reste forte. Aujourd'hui, donc en réponse, l'ensemble des banques centrales dans le monde sont en train de procéder à des hausses de taux massives, importantes et rapides. On estime qu'on est déjà bien avancé dans le cycle. Et évidemment, alors ce petit graphique, il est un petit peu académique, mais la phase suivante, c'est la phase de récession. Donc c'est un petit peu ce que l'on vous dit, cette phase, hein, qui fera suite, baisse de l'inflation, mais également baisse des taux longs. Donc, c'est une phase extrêmement favorable pour le marché obligataire dans son ensemble. Alors, on ne dit pas qu'on va retrouver des taux négatifs qu'on a connus il y a encore un an. Pour nous, ça, c'est derrière nous. En tous les cas, il est possible que les taux longs connaissent une stabilisation, voire une légère baisse, une fois qu'on aura
sera bien entré dans cette phase de récession. Alors évidemment, c'est une phase extrêmement intéressante et attractive pour rentrer sur les marchés obligataires. Nous, en ce moment, on privilégie typiquement les solutions qui offrent beaucoup de visibilité. Alors les fonds à l'échéance font partie de ces solutions. Typiquement, nous, on a un fonds qui est basé sur des échéances 2027 qui offre des rendements aujourd'hui supérieurs à 8. Ça nous semble des points d'entrée extrêmement attractifs. Voilà, je vais repasser la parole à Damien. Merci Aurélien. Donc, je pense qu'on aura bien compris que le marché obligataire price très bien le scénario pessimiste qui commence à être généralisé sur le marché. Est-ce que c'est le cas des marchés actions? Alors, là, vous avez sur ce graphique les multiples de valorisation les plus classiques regardés par les investisseurs qui est le PER. Le PER représentant de manière assez simple le nombre d'années de bénéfices que vous payez quand vous achetez une action. Donc, quand vous voyez un Eurostoxx avec un multiple à un peu moins de 10, donc à 9,85, ça signifie que quand vous achetez l'indice Eurostoxx, vous achetez 10 années de bénéfices des constituants de l'Eurostoxx. Et ce que montre ce graphique, c'est que aussi bien pour l'Eurostoxx que pour les marchés asiatiques, nous sommes sur des points bas de valorisation de ces 10 dernières années. Donc, on a déjà une première réponse à la question qui est: est-ce que les marchés anticipent une récession? En ce qui concerne l'Europe et l'Asie, la réponse c'est oui. En ce qui concerne les États-Unis, vous voyez que là, pour le coup, même si les multiples ont baissé, nous ne sommes pas encore à un niveau qui représente les points bas de ces 10 dernières années. Donc, les marchés américains en relatif sont encore un peu plus chers par rapport à leur historique. Et d'ailleurs, une autre façon de comparer les marchés américains aux marchés européens, c'est de voir que, par exemple, en 2013, la différence de multiples entre des marchés asiatiques ou européens était de l'ordre de 2 à 3 points de multiples. Aujourd'hui, cette différence, elle est plutôt de 4 à 5 points. Donc on a un marché américain qui, clairement, en relatif, est plus cher que les marchés européens. Ça, c'est une première remarque. La deuxième chose, c'est que si nous prenons le marché européen qui est à un multiple de 10, pour revenir à la moyenne historique qui est aux alentours de 12-13 fois les bénéfices, il faudrait que les bénéfices anticipés baissent de 20 à 25%, ce qui, toute chose égale par ailleurs, ramènerait le multiple de 10 à 12,5-13. Dans une récession classique, ce que l'on constate, là, nous avons pris l'exemple des États-Unis, mais dans une récession classique, en général, les révisions de bénéfices ou les chutes de bénéfices des entreprises, elles sont de l'ordre de 15%. Alors, aux États-Unis, la sensibilité est souvent un peu moindre qu'en Europe. Donc, on considère que dans une récession classique, les bénéfices européens ont plutôt tendance à baisser d'une vingtaine de pourcents qu'une quinzaine de pourcents. Ce qui signifie qu'avec déjà une anticipation de baisse des bénéfices de 25%, les marchés européens sont relativement prudents dans leur scénario. Comme nous le mentionnions au début, les investisseurs européens sont déjà dans l'anticipation d'une récession, mais ils sont dans l'anticipation d'une récession qui potentiellement est déjà un peu plus sévère même qu'une anticipation de récession classique. La deuxième chose concernant les marchés actions, c'est que les marchés actions réagissent bien sûr à moyen terme sur les valorisations, mais à plus court terme, ils réagissent sur les tendances et sur les momentum. Et ce que l'on constate aujourd'hui sur les marchés européens, c'est la courbe violette, c'est que le momentum de marché est en train d'atteindre des points bas. Alors, le momentum économique, pardon. Et le momentum économique, c'est quoi? En fait, c'est la tendance que l'on constate sur les chiffres, sur les données économiques ou sur les données des entreprises, sur les données du marché de l'emploi. Enfin, c'est un peu toutes les données macroéconomiques. Et quand le momentum se dégrade, cela signifie qu'il y a des révisions en baisse. Hein. Et sur le marché économique, évidemment, depuis quelques mois, la tendance est à la baisse sur les anticipations de croissance, de manière très simple. Hein. Il y a quelques mois, nous étions encore en Europe sur des prévisions de croissance 2023 assez nettement supérieures à 2%, alors qu'aujourd'hui, les anticipations sont plutôt sur 2023 de croissance un tout petit peu supérieure à 0, voire à 0, après avoir traversé 2 trimestres de récession. Donc, il y a eu des fortes révisions à la baisse
sur les anticipations économiques. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce graphique. Alors, la courbe violette ne s'est pas encore stabilisée, donc potentiellement, elle peut encore un petit peu se dégrader. C'est la raison pour laquelle, nous le verrons après, mais nous ne nous précipiterons pas pour acheter des actions, même si les valorisations nous disent que le point d'entrée n'est pas loin. Hein. Et la deuxième chose que nous indique ce graphique aussi, c'est que quand la courbe violette atteint un point bas, en général, les marchés actions rebondissent. Et la courbe violette, elle atteint un point bas avant que la situation économique soit effectivement au plus bas. C'est-à-dire que cet indicateur est un indicateur avancé. Hein. Ça signifie, en d'autres termes, qu'il faut acheter les marchés actions avant que la récession soit clairement identifiée. Et on n'est pas loin de ce point-là. En synthèse, qu'est-ce que cela signifie en matière d'investissement? Au niveau scénario économique, donc comme vous l'avez bien compris, maintenant les scénarios sont relativement pessimistes. Ils sont pessimistes sur l'inflation, ils sont pessimistes sur la croissance économique, et ce pessimisme, on le retrouve dans les valorisations des actifs financiers. Alors on le retrouve sur les valorisations en particulier des obligations, hein, comme l'a mentionné Aurélien. Les obligations anticipent maintenant des taux de défaut qui sont très nettement supérieurs à la moyenne historique, donc ils sont particulièrement pessimistes, et ils offrent des rendements qui, pour les obligations les plus prudentes, sont autour de 3,5%, et pour les obligations à haut rendement, sont autour de 7%. Donc, dans un premier temps, est-ce que nous avons envie d'acheter des obligations? La réponse est oui. Hein. Donc, à court terme, nous commençons à renforcer notre exposition aux obligations d'entreprise, donc aux obligations privées européennes, parce que le couple rendement-risque nous paraît particulièrement favorable. Et qu'à moyen terme, si vous achetez aujourd'hui des obligations qui vous rapportent entre 3 et 7%, nous estimons que vous garantirez un rendement qui, à très court terme, sera supérieur au niveau de l'inflation. Donc, à 5% de rendement moyen, vous serez au-dessus de l'inflation qui, selon nous, sera inférieure à 5% l'année prochaine. La deuxième chose, comme je l'ai un peu mentionné, c'est que sur la partie action, nous allons attendre que la volatilité se calme un petit peu et que les tendances de révision à la baisse, là aussi, se stabilisent. À notre sens, nous n'en sommes pas loin, mais le moment n'est pas encore venu d'être plus agressif sur la partie action. Donc, nous restons sur la partie action sous-pondérée et focalisés sur des thématiques défensives type pricing power, croissance à long terme, etc. À moyen terme, le moyen terme étant clairement horizon 6-9 mois, à notre avis, un nouveau cycle d'investissement apparaîtra. Et si, comme nous l'espérons, des bonnes surprises se font jour sur la partie inflation, à ce moment-là, les scénarios de croissance économique seront un peu plus positifs. Et il sera temps non seulement de renforcer la partie action, mais surtout de la renforcer sur les entreprises cycliques, hein, c'est-à-dire sur les entreprises qui sont particulièrement sensibles à une amélioration des prévisions économiques. Alors, ça veut être les entreprises cycliques, évidemment, les plus traditionnelles, ce sont les entreprises industrielles, les entreprises de consommation, essentiellement. Donc, celles qui bénéficieront, ou l'automobile, qui est un secteur qui souffre énormément en bourse actuellement. La montée en charge de la poche obligataire sera déjà faite, hein, et la normalisation avec un scénario un peu plus optimiste sur la partie économique permettra de cristalliser de manière très franche le bon point d'entrée dont nous avons pu bénéficier sur la partie obligataire. Alors, nous avons parlé évidemment de la stratégie d'investissement sur la partie cotée. Et évidemment, quand il y a autant de volatilité qu'actuellement, il y a un vrai intérêt à diversifier ses placements dans des actifs avec moins de volatilité immédiate. Et je laisse la parole à Stéphane Deveau pour vous présenter un peu les différents types de diversification dont on peut bénéficier actuellement. Merci Damien pour cette introduction remarquable, parce qu'effectivement tu indiquais qu'il est important de revenir aux fondamentaux, et finalement l'un des fondamentaux de l'investissement reste la diversification.
Et on va essayer d'illustrer les bénéfices de cette diversification au travers de 3 types d'actifs. L'un est un actif historique de Mescar, les produits structurés, et puis on abordera des actifs qui ont pris de plus en plus de place dans les portefeuilles privés sur ces dernières années. Je pense en particulier à l'immobilier et le private equity. Alors, pour aller directement sur les produits structurés, un certain nombre d'entre vous, je pense, sont familiers des mécanismes. Pour ceux qui ne le seraient pas, le prix d'un produit structuré qui se matérialise par son potentiel de rendement, en fait, est influencé par 2 facteurs qu'Aurélien et Damien ont abordés. Le premier, c'est le niveau des taux. Plus les taux sont élevés, plus les perspectives de gains sont élevées également sur les produits structurés. Et le dernier, deuxième facteur important dans le pricing d'un produit structuré, c'est celui de la volatilité. Et ce qu'on constate sur des marchés comme celui-ci, qui sont des marchés comme ceci, pardon, qui sont assez nerveux, c'est une augmentation de la volatilité. Donc finalement, on a 2 intrants dans le prix des produits structurés qui redeviennent extrêmement favorables. Et ça se couple à un niveau de marché qui est assez bas. Donc si on regarde le graphique d'illustration, on voit que finalement, lorsqu'on regarde le potentiel de rendement sur des produits structurés, on a pris ici un produit très simple, un produit Athéna avec une protection à la baisse de 30%. Finalement, on retrouve des niveaux de coupons qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs années. Alors, il faut garder en tête que sur un produit structuré, on va toujours jouer sur un couple rendement-risque, donc un coupon qui sera plus ou moins élevé, associé à une protection à la baisse. C'est le principe de ces produits structurés. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que les conditions de marché sont telles, donc encore une fois, la hausse des taux et la hausse des volatilités font qu'on est capable de travailler à la fois une augmentation du coupon, tout en y associant une protection à la baisse renforcée, bien qu'encore une fois, les niveaux des marchés d'actions soient plutôt bas en ce moment. Et donc, évidemment, la capacité à structurer des produits de cette sorte va apporter un très bon complément dans un portefeuille déjà diversifié au travers des actions et des obligations. Le produit structuré va permettre d'aller chercher des points de rendement, y compris, et c'est ce que Mescar sait faire, y compris en allant structurer des produits sur mesure dédiés, en ajustant de manière très précise le couple rendement-risque au souhait de l'investisseur. Si on s'intéresse maintenant au marché immobilier, alors là, on commence à rentrer avec l'immobilier et le private equity dans les actifs non cotés. La particularité de ces deux classes d'actifs, étant non cotés, c'est des mécanismes de transmission quand même assez lents entre ce qui se passe, ce qu'on a observé et ce qui a été décrit par Aurélien et Damien sur les marchés cotés, sur ce type d'actifs. Alors sur l'immobilier, on constate que sur la première partie de l'année, on a eu un marché qui est resté extrêmement dynamique, extrêmement vif, avec notamment un gros rattrapage sur les actifs dits de commerce et de logistique. Mais il ne faut pas s'y tromper, cette dynamique de marché au premier semestre, elle est davantage le reflet finalement d'opérations qui avaient été initiées bien avant. Et on commence à constater un ralentissement dans le nombre de transactions immobilières, tous actifs confondus. En fait, ce qui se passe, c'est que le marché est en train de se réajuster, mais encore une fois, on est sur un marché qui est non coté, donc les réajustements sont plus lents entre les attentes des vendeurs et les contraintes en fait, des acquéreurs qui intègrent des scénarios un petit peu plus pessimistes. Sur l'immobilier, on va avoir en fait ce que j'ai appelé des courants contraires qui vont s'affronter. D'une part, la hausse des taux qui est réelle, et qui va mécaniquement créer de la pression sur les valorisations des actifs. Donc, si vous êtes détenteur d'un actif immobilier, simplement par le mécanisme d'actualisation des flux futurs, des loyers futurs, vous allez avoir mécaniquement une pression à la baisse sur les valorisations de l'actif. À l'inverse, il ne faut pas perdre de vue que la plupart des loyers sont aujourd'hui indexés sur l'inflation. Et donc, on l'a décrit, même si l'inflation
devrait se calmer et ralentir. On est encore sur des niveaux d'inflation élevés et donc une répercussion de ces niveaux d'inflation sur les loyers. Alors, il faut nuancer parce que les niveaux d'inflation sont tels qu'il n'est pas toujours possible de répercuter à 100%, mais en tout cas, l'immobilier offre intrinsèquement cette protection contre l'inflation, encore une fois, qu'il faut contrebalancer avec une hausse des taux qui crée de la pression sur les valorisations. Alors, ce que ça veut dire quand même, c'est qu'on va retrouver sur l'immobilier des valorisations qui sont attractives. Donc, d'un point de vue investisseur, on va commencer à retrouver des niveaux intéressants. En termes de performance maintenant, ce qu'on va observer, c'est également ce qui s'observe sur les marchés cotés, c'est ce qu'on appelle une plus grande dispersion finalement des performances selon les actifs, et tous les actifs ne seront pas logés à la même enseigne. Ce qu'on pense, c'est qu'on a certains actifs qui sont naturellement plus résilients. On les a listés ici. Les actifs liés à la santé, les besoins en fait d'actifs immobiliers liés à la santé continuent d'augmenter. On a encore un écart très important entre l'offre et la demande, tiré notamment par la démographie. Les bureaux prime, ce qu'on constate, c'est encore une fois une plus grande dispersion, une plus grande dichotomie entre la demande sur la demande des bureaux prime et les bureaux plus périphériques. Les bureaux prime continuent d'être extrêmement demandés et en fait, la demande ne fléchit pas, elle reste extrêmement forte. Quand par exemple, à Paris, des quartiers comme la Défense souffrent de manière notable. Et puis le logement, tout simplement parce qu'on reste sur un fort déséquilibre entre l'offre et la demande sur les logements. On va avoir deux secteurs dans l'immobilier qui vont être un petit peu plus vulnérables à un ralentissement économique, et ce sont évidemment la logistique et le commerce. Je l'ai dit, sur la première partie de l'année, il y a eu un très gros rattrapage. Un ralentissement économique pourrait avoir un impact assez fort, et on le voit au travers de difficultés qu'il peut y avoir dans le commerce de détail. Point important, pour les actifs de bureau, l'ESG devient incontournable, et au-delà des prochaines échéances imposées par le législateur de mise aux normes, il y a une demande très forte de la part des locataires de pouvoir disposer de bureaux qui respectent un certain nombre de normes. Et là aussi, on va avoir une grosse différence entre les actifs qui répondent d'ores et déjà à ces normes et ceux qui n'y répondent pas. Pour terminer, je voudrais vous parler du private equity. Je l'ai dit en introduction, c'est une classe d'actifs qui prend une part de plus importante dans les portefeuilles des clients privés. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'investissement en private equity, c'est un investissement de long terme. Quand on se pose la question d'investir en private equity, et la question peut se poser, est-il aujourd'hui pertinent d'investir en private equity? La réponse est oui. Et en fait, gardez bien en tête qu'il est illusoire de vouloir essayer d'attraper des points bas. On ne time pas le marché du non-coté comme on pourrait tenter de timer, si tant est que ce soit possible, des marchés cotés. Lorsque vous prenez une décision d'investissement dans un fonds de private equity, bien sûr, ceux qui l'ont déjà fait le savent, mais votre investissement, c'est un engagement d'investir sur plusieurs années. Donc en fait, vous ne vous exposez pas de manière immédiate au marché. Et ça reste bien un investissement de long terme. La durée des fonds, pour la plupart, est d'une dizaine d'années, même si on voit se développer de plus en plus des fonds ouverts à capitaux permanents. Et on en a à disposition chez Mescar. Ce qu'on observe sur le marché du private equity, c'est un ralentissement de l'activité. On constate un ralentissement du nombre de transactions, que ce soit des transactions d'achat ou des transactions de sortie. Je pense que ce qui est important de garder en tête, encore une fois, c'est que structurellement, les fonds de private equity disposent de réserves de cash importantes. Et ces réserves de cash, elles peuvent être mobilisées pour deux choses notamment. Soutenir les entreprises en portefeuille qui pourraient avoir besoin du soutien de l'actionnaire pour passer des moments difficiles. Et puis également du cash qui pourrait être utilisé pour saisir des opportunités de croissance externe ou d'opérations en primaire. Et encore une fois, la stabilité du capital des fonds de private equity, elle est là très importante, puisque lorsque vous êtes investi, ceux qui le sont le savent, vous ne pouvez pas ressortir et donc vous ne pouvez pas retirer votre liquidité. Et donc les fonds ont beaucoup de visibilité sur le cash et une grande stabilité, ce qui leur permettra d'agir
saisir des opportunités, donc de manière offensive ou de manière défensive pour soutenir des entreprises qui en auraient besoin. Pour revenir sur cette notion de timing, je l'ai dit, il est difficile de timer son investissement en private equity. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une certaine discipline, déployer son programme d'investissement en private equity dans le temps et d'être régulier dans ses investissements. Ce qu'on observe quand même historiquement, c'est que les périodes de ralentissement économique ont été très propices pour les fonds de private equity, puisqu'elles leur permettent de trouver généralement des points d'entrée qu'on va retrouver à la fin dans les TRI rendus aux investisseurs, qui sont en général assez importants. Dernière chose à garder en tête, j'ai évoqué tout à l'heure la dispersion. Une des caractéristiques de l'univers du private equity, c'est que les différences de performance entre les meilleurs gérants, les top performers, et ceux qui performent le moins bien sont assez importantes, bien plus importantes que celles des marchés cotés, qui sont des marchés plus efficients. Et donc, il est extrêmement important et primordial d'être extrêmement sélectif, rigoureux dans le choix des gérants que l'on retient pour s'exposer à cette classe d'actifs. Encore une fois, les écarts sont importants. Il est important d'être bien accompagné. C'est le cas en général, mais j'ai envie de dire, sur le private equity, c'est vraiment encore plus important, avec une classe d'actifs qui, encore une fois, devient, mais vous le savez, de plus en plus attractive, de plus en plus accessible aux investisseurs particuliers. Et donc, notre recommandation chez Mescar, c'est bien sûr d'intégrer cette classe d'actifs dans les portefeuilles et de le faire de manière sélective et en se faisant accompagner aux besoins d'un gérant privé. Je vais repasser la parole à Fabien pour la conclusion. Alors, avant cette conclusion, merci messieurs pour vos interventions qui ont été appréciées sur la base des commentaires que nous pouvons voir. On va maintenant répondre à quelques questions. Il y en a eu un grand nombre. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions compte tenu du temps qu'il nous reste. N'hésitez pas, si nous n'avons pas répondu à vos questions, à vous rapprocher de votre contact habituel chez Mescar. Je vais peut-être laisser Aurélien ou Damien répondre à quelques-unes des questions que nous avons pu recevoir. Oui, merci Fabien. Effectivement, je vais essayer de prendre plusieurs questions en même temps. On a une question sur faut-il basculer sur l'obligataire, et j'ai une autre question sur effectivement le cycle de hausse des taux, quand est-ce qu'il va se terminer. Alors, je vais prendre ces deux questions en même temps. Aujourd'hui, ce qu'anticipe le marché, c'est effectivement un pic des taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro, au premier trimestre 2023. Et le marché anticipe déjà des baisses à partir du deuxième semestre 2023, des baisses de taux. Finalement, une politique monétaire qui serait très restrictive très rapidement jusqu'au début d'année, puis un assouplissement. Ça serait la conséquence finalement d'une récession, et les banques centrales feraient leur travail habituel, qui est de réassouplir et redonner une politique accommodante. Donc évidemment, dans un premier temps, la partie obligataire, elle est intéressante. Aujourd'hui, mais c'est quand même le message qu'on veut faire passer, il faut rester diversifié. Ensuite, basculer une partie de ces liquidités sur l'obligataire, on est sur des bons points d'entrée. Effectivement, on pense que c'est une bonne idée. Et très rapidement, effectivement, conserver quand même une exposition sur les marchés actions, parce qu'on arrivera assez vite, là encore, sur des assouplissements monétaires dans les prochains mois. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a pas mal de questions sur la parité euro-dollar. Donc, on va essayer de répondre, ou donner quelques indications. Premier élément, c'est qu'en général, la parité euro-dollar, elle est dépendante des écarts de taux d'intérêt entre les différentes zones. Donc, le dollar s'est très, très nettement apprécié, comme vous le savez tous, depuis 9 mois. Ce n'est pas la conséquence d'un écartement des taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe, puisque le différentiel de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe est resté stable sur la période. Donc, l'appréciation du dollar n'est pas la conséquence d'une évolution fondamentale. C'est clairement le dollar qui a joué son rôle de valeur défensive, et dans un contexte où l'Europe est en plus grande difficulté, évidemment, d'un point de vue géopolitique, et deuxièmement, parce que alors que les États-Unis sont autosuffisants dans pas mal de domaines, l'Europe est quand même dépendante, notamment sur l'énergie,
la Russie et de l'Ukraine, ce qui pèse sur et ce qui engendre du risque supplémentaire sur la zone euro. Maintenant, est-ce que c'est avantageux pour certaines entreprises ou pour les bourses européennes? La réponse aujourd'hui, c'est non. Le dollar a trop monté. Alors évidemment, il y a des entreprises qui sont exportatrices, qui bénéficient d'un dollar fort et qui voient leurs bénéfices augmenter parce que le taux de change leur est favorable. Mais d'une manière générale, au niveau mondial, un dollar qui devient trop fort devient problématique pour tout le monde. Alors ça devient problématique pour l'Europe. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le dollar s'est renforcé par rapport à l'euro, mais il s'est également renforcé par rapport à toutes les devises du monde et à peu près dans les mêmes proportions. Donc, les pays émergents vont être en difficulté parce que les pays émergents sont endettés en dollars. L'Europe est en difficulté parce que l'Europe importe son énergie en dollars. Donc, très honnêtement, on aimerait bien que le dollar arrête sa progression parce que ça donnerait un bol d'oxygène à pratiquement tous les pays du monde. Et nous ne serions pas étonnés quand même qu'à un moment ou à un autre, les États-Unis interviennent pour essayer de calmer le mouvement parce que ce n'est sûrement pas dans leur intérêt d'affaiblir le monde entier avec la force du dollar. Merci Damien pour ces réponses et Aurélien. On répondra directement aux autres questions. Je tiens donc à remercier à nouveau nos intervenants de ce jour. Vous l'avez compris, les conditions de marché actuelles sont particulières et aussi particulières soient-elles, elles peuvent offrir des opportunités d'investissement sur les différentes classes d'actifs à condition de rester sélectif sur les sous-jacents. On reste convaincu qu'il faut diversifier son patrimoine et une des questions portées sur l'allocation, je pense que voilà, ça dépend de la situation des uns et des autres et pour ça, il est important de pouvoir échanger et discuter en fonction du profil des personnes. Voilà, le groupe Mescart vous remercie d'avoir assisté à cette webconférence. Un lien vous permettant de visionner sa rediffusion vous sera communiqué. Nous vous souhaitons une bonne journée et serons ravis de vous retrouver pour une prochaine webconférence. À très bientôt et merci à tous.